Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve du coup pour mon bilan lecture du mois de septembre et octobre. J'ai regroupé les 2 mois comme vous le savez puisque j'ai fait en fait une sorte de grosse vidéo avec toutes mes lectures de l'été. Donc on a pas mal de livres aujourd'hui, 28 au total, à savoir que en termes de lecture, j'ai roman poche, j'ai contes interdits et j'ai manga. Il y a des livres qui ont été lus sous format e-book, donc je vous mettrai évidemment des photos quand ça sera le moment d'en parler. Mais il y a quand même pas mal de livres physiques quand même dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On commence tout naturellement avec la catégorie roman. Donc je suis toujours munie de mon petit carnet comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Je vous ai dit je vais changer, je vais en prendre un petit peu plus rigide pour l'année prochaine. Mais c'est vraiment pratique, surtout quand vous faites des vidéos sur les lectures. Parce que moi j'ai tendance en fait à oublier avec le temps ce que je lis. En une semaine c'est fini, je me rappelle pas. Donc au moins en faisant en fait des petites fiches comme ça, en remplissant des petites fiches, je peux m'appuyer dessus en fait pour faire ma vidéo. Donc au niveau roman classique, donc les versions brochées. En physique, j'en ai 2 et j'en ai un en e-book. Donc on va commencer par le premier que j'ai lu qui est La Quiche Fatale de MC Beaton et c'est de la gamme Agatha Raisin. C'est le premier tome en fait de Agatha Raisin, donc c'est vraiment le premier à lire je pense. Je sais pas si on peut vraiment lire dans n'importe quel sens l'Agatha Raisin, honnêtement j'en ai lu un. J'aurais pas grand chose à vous dire sur la saga complète, mais je pense que peut-être vous pouvez lire dans n'importe quel sens. En tout cas moi je voulais lire absolument le premier, c'est marqué ici si jamais vous voulez le numéro. C'est la première fois que je lisais un Cozy Mystery, donc ça a été pour moi en fait une découverte d'un genre que je ne connaissais pas. Au niveau de l'histoire on se retrouve du coup avec Agatha Raisin qui est du coup vraiment haute en couleur pour le coup, c'est vraiment une personnalité très colorée, qui décide en fait de quitter Londres pour aller s'installer dans une petite ville. Donc elle s'inscrit dans cette petite ville là, forcément elle connaît personne et comme je vous dis, comme elle est quand même haute en couleur, les gens sont un peu effrayés d'elle. Et elle décide du coup pour s'intégrer à sa nouvelle ville de participer au concours de quiche. Donc elle participe au concours de quiche, malheureusement elle ne le gagne pas. Et par la suite du coup sa quiche est ramenée au domicile d'un des jurys qui la mange du coup et qui malheureusement décède. Donc elle est accusée de meurtre et elle doit donc prouver que ce n'est pas de sa faute. Donc c'est vraiment comme je vous dis avec une enquête au milieu, donc vous avez vraiment toute l'enquête qui se déroule de avant la vie donc du coup d'Agatha Raisin qui était plutôt calme avec après du coup ce changement brutal où elle vient dans une nouvelle ville et au final elle n'arrive pas à s'intégrer parce que du coup tout le monde croit qu'elle est en fait une meurtrière. Au niveau de l'histoire moi j'ai trouvé que c'était une histoire qui était relativement cohérente et là où moi j'ai eu un petit peu de mal c'est que bon déjà il y a des longueurs, c'est dans le livre il y a quand même pas mal de longueurs, je sais plus exactement combien de pages il fait, 319 donc ouais il est un petit peu long quoi. Et en fait la finalité je m'y attendais, genre vraiment je m'y attendais vraiment beaucoup. Après comme je vous dis moi de base j'aime bien les thrillers donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est que à force on s'attend plus ou moins. Je suis moins surprise en général avec les thrillers aujourd'hui parce que j'en ai lu beaucoup. Mais ouais je m'y attendais un petit peu, ce qui était dommage. Après par contre j'ai adoré le personnage d'Agatha Raisin que je trouve hyper drôle, enfin franchement elle est hilarante quoi. Donc j'ai bien aimé l'ambiance Cozy Mystery mais c'est vrai que à titre personnel je pense que je reprendrai pas d'Agatha Raisin à moins que vraiment je tombe sur peut-être un tome qui soit en discount chez Cultura ou dans un vide-grenier ou quelque chose comme ça. Mais là il coûte 14 €, je remettrai pas 14 € dans un Agatha Raisin. Par contre ils sont très jolis, honnêtement les couvertures et tout sont magnifiques et j'ai bien aimé quand même ma lecture mais c'est vrai qu'elle était un petit peu longuette et c'est pas quelque chose vers lequel je me retournerai honnêtement. Mais j'ai bien aimé découvrir ça par contre, il n'y a aucun doute là-dessus. Un livre dont vous avez forcément entendu parler parce qu'il était vraiment très attendu, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Voilà, vous devez probablement connaître, c'est une autrice française qui est très connue et en fait elle a lancé un concept que je trouve très intéressant. Ça me fait penser un peu à Brittany Sherry que j'aime beaucoup. Brittany Sherry je l'aime vraiment énormément, j'ai 2 livres à vous présenter d'elle tout à l'heure, vous verrez. Elle a fait du coup Brittany Sherry une saga Compass avec du coup Étoile du Nord, il y a Vague de l'Ouest, Lueur de l'Est, etc. Donc avec les 4 points cardinaux. Et là on a du coup Morgane Moncomble qui nous fait des livres en fonction des saisons. Je trouve ça vraiment très ingénieux. On se retrouve du coup avec le premier tome qui est l'automne et à travers ce livre là nous découvrons Camélia. Camélia qui a décidé de devenir avocate et qui du jour au lendemain se retrouve dans un testament, qu'elle va à cette rencontre et en fait elle se rend compte qu'elle est sur le testament d'un garçon qui l'a harcelée à l'école et qui est malheureusement décédé. Elle comprend pas trop pourquoi elle est sur ce testament là étant donné quand même que c'est le garçon qui l'a harcelée à l'école. Elle se retrouve avec du coup toute sa bande à lui qui
évidemment et sur le testament. Personne comprend trop pourquoi elle est là. Et en fait pendant ce testament là, donc on lit qui va avoir quoi, etc. Et du coup il y a des petites lettres qui leur sont adressées et Rory du coup qui est décédé lui dit clairement qu'il l'a mis sur son testament pour qu'elle enquête sur sa mort puisque ce n'est pas une mort naturelle. Et donc la personne qui est accusée c'est Lou qui était le meilleur ami de Rory. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'histoire, donc on suit l'enquête. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait une enquête et un petit peu ce côté romance qui était assez sympa à découvrir. Je vais pas revenir sur la couverture qui est géniale. J'ai annoté le livre, je crois que j'ai même surligné des passages. Faut savoir que si vous suivez mes vidéos, j'ai surligné des passages. Vous savez que mes livres c'est vraiment mes amours. Je ne peux pas abîmer les livres, je ne casse pas les dos de mes livres, je ne surligne pas dans mes livres. Il y a 2 livres ce mois-ci que j'ai annotés, ce qui m'arrive jamais. Il en fait partie, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré le personnage de Camélia qui est en fait un personnage qui est très dur et qui sait ce qu'elle veut en fait, qui veut pas se laisser marcher sur les pieds contrairement à ce qu'elle a pu faire à l'époque et accepter beaucoup à l'époque, elle accepte plus du tout aujourd'hui. Lou qui essaye en fait vraiment d'aider Camélia à comprendre parce que lui du coup il est tiraillé entre le fait que quand vous lisez le livre vous comprenez beaucoup, mais il est tiraillé entre le fait qu'il y a quand même son meilleur ami qui est décédé, on l'accuse à lui alors qu'il a rien à voir avec le truc, donc il veut se sortir un petit peu, puis au final est-ce que vraiment il a rien à voir avec l'histoire, est-ce que vraiment pour le coup il se joue pas encore de Camélia pour qu'elle l'aide à sortir de ça et que en fait au final il a peut-être pas changé quoi. Vous le découvrez dans le livre, je vous invite vraiment à le découvrir, c'est vraiment un livre qui est trop bien. Moi je l'ai acheté en grand format, 17 €, il va sortir l'année prochaine en petit format. Est-ce que je vais l'acheter? Oui. Franchement, le petit format, j'aime trop les petits formats de Hugo. J'en ai là par exemple comme je vous disais Lueur de l'Est, je les aime beaucoup et j'ai tellement aimé ce livre là qu'il y a de grandes chances que je l'achète en petit format pour ma bibliothèque parce qu'il est génial et que c'est mon livre préféré du mois d'octobre. Il a dézingué tous les autres autour. Lisez-le, je vous assure. Moi j'étais un petit peu réticente dans le sens où quand un livre prend trop d'ampleur ça me gave au possible et celui-là quand il est sorti, on a entendu parler partout. J'en pouvais plus, c'était le Hadès et Perséphone d'Instagram, d'accord, donc franchement j'en pouvais plus. Et je me suis dit, tente le truc pour voir. J'ai bien fait. Il est trop bien, tentez-le, vous allez pas être déçus je pense. Au niveau des pages c'est 256. Et on termine la catégorie roman avec L'Ogre que je vous mets juste ici, de Louis de Maubois, je sais pas trop comment on dit, je suis vraiment désolée, je vais probablement écorcher son nom, donc je vais juste l'appeler Louis pendant toute la présentation de son livre. Il faut savoir que L'Ogre est le premier tome d'une série de 7 livres, je crois que le 7ème est sorti il y a pas très longtemps, qui est en fait un livre d'horreur, qui traite en fait globalement de la... Je pense que ça va être très compliqué de parler de ce livre-là sans mentionner ce mot que je viens de biper probablement, puisque YouTube n'accepte pas que ce mot soit utilisé. Donc je vais essayer de faire très large. On est en fait avec 3 jeunes, donc 2 qui jouent au foot et qui en ont rien à faire d'internet, et le 3ème qui du coup découvre un petit peu Facebook et qui se fait approcher par Lydia, du coup qui est une jeune femme qui l'invite chez lui. Et lui en fait, comme il est un petit peu très jeune, vous avez ce côté en fait vraiment où qu'on a tous eu, on est un peu jeune, un peu rebelle. On a une jeune femme qui nous invite chez lui il a envie de faire le malin avec ses amis et tout, donc forcément il accepte d'aller chez cette Lydia, mais il s'avère que Lydia n'est pas Lydia. Et vous avez en fait vraiment tout ça qui est mis en avant à travers ce livre là. Déjà je trouve que c'est un livre, outre le fait que moi j'aime beaucoup l'horrifique et que du coup c'est des livres qui me plaisent, qui est assez présent et préventif je trouve, notamment en fait par rapport aux parents. Je trouve que il y a ce côté où en fait quand on lit ce livre là, moi je le lis en étant plus âgée que si j'étais adolescente, évidemment il est en moins 18 donc vous pouvez pas le lire si vous avez moins de 18 ans, mais je veux dire à travers ce livre là, bon déjà on ressent la panique dans les parents, dans le fait que les enfants sont enlevés etc, mais outre ça on capte vraiment les dangers d'internet. Internet on a souvent tendance, je vais parler comme une vieille hein, franchement, on a souvent tendance à banaliser le fait que c'est très dangereux, d'autant pour les jeunes personnes mais ça peut l'être aussi pour les personnes plus âgées, et là en fait à travers ce livre là, il est vraiment poignant, il prend vraiment aux tripes, il est très sombre, vraiment très sombre, mais pas vraiment explicite sur les tortures comme pourrait l'être par exemple les contes interdits où c'est vraiment très explicite. Là c'est survolé, donc en termes d'horreur on n'est pas sur du 5 sur 5, on est un petit peu moins haut, mais déjà le trafic d'enfants à la base c'est quelque chose qui est très poignant, donc on n'a pas besoin de toute cette horreur autour pour vraiment nous retourner l'estomac en fait, on n'a même pas besoin de tant d'horreur que ça en fait. Le simple fait d'avoir le point de vue des enfants qui viennent d'être enlevés, c'est quelque chose qui prend aux tripes quand même vraiment beaucoup. Ça dénonce mais c'est pas voyeur en fait, c'est ça qui est très bien avec ce livre là. C'est une lecture qui est très marquante, honnêtement je m'en rappellerai je pense de cette lecture là pendant quelques temps, parce que tout le long c'est dégueulasse en fait. C'est genre vraiment pas dégueulasse dans le sens où comme je vous dis c'est pas explicite, on vous
décrit pas les tortures qui sont faites, etc. Mais dégueulasse dans le sens où c'est des enfants et forcément vous avez de l'empathie pour eux parce qu'ils savaient pas, parce que c'est un adulte qui profite d'eux et parce que c'est juste dégueulasse. Voilà, tout simplement. Ça pour le coup, c'est une lecture que je trouve vraiment très très intéressante à faire, qui fait 362 pages, donc c'est pas très très grand non plus, et qui vaut le détour, honnêtement, parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, qui dénonce et qui le fait de manière propre. Donc très très bonne lecture également, que j'ai mis quand même pas mal de temps à terminer parce que je l'avais commencé fin juillet ou début août, je sais plus trop, il me semble que c'est début août quand je suis revenue du Portugal. J'avais commencé dans la voiture je crois, et j'ai mis un petit peu de temps parce que comme je vous dis il y avait beaucoup d'autres livres autour que j'avais envie de découvrir, puis c'était une lecture qui était quand même assez lourde, mais je regrette vraiment pas de l'avoir lu, et je vous la conseille si vous avez le cœur quand même à s'accrocher. On passe au format poche et j'ai 4 livres à vous présenter que j'ai tous en physique du coup parce que c'est des formats poche donc forcément je les ai en physique. J'ai envie de garder les 2 compasses pour la fin. Voilà, juste un petit kiff personnel parce que j'ai bien aimé mes lectures et que j'ai envie d'en parler un petit peu plus en détail. Donc je vais commencer tout simplement par La Chasse de Bernard Minier. Donc La Chasse de Bernard Minier qui est comme ceci, que j'avais déjà mis l'année dernière dans ma pile à lire de l'automne. D'ailleurs je vous ai pas dit mais Un automne pour te pardonner faisait partie de ma pile à lire de l'automne. -1 pour cette pile à lire là. La Chasse -2 du coup parce qu'il était aussi dans ma pile à lire de l'automne. Il fait 532 pages. Au niveau de l'histoire, c'est un thriller évidemment, Bernard Minier qui est quand même un très grand écrivain de thriller policier. Vraiment, c'est le premier que je lis mais il a une très très bonne réputation. Donc en fait on est en Ariège et un homme rentre chez lui de nuit et il percute en fait malencontreusement un cerf. Il descend de la voiture du coup pour voir un petit peu si la bête est morte ou pas. Et en fait en regardant du coup devant son véhicule, il se rend compte que c'est pas vraiment un cerf en fait, c'est un homme avec une tête de cerf. Et donc toute l'enquête tourne autour de ça. Pourquoi ce mec a la tête de cerf sur lui, qu'est-ce qu'il faisait là en pleine nuit tout nu? En plus, il avait l'air apeuré puisqu'il courait en fait, il passait devant une route en courant, donc c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait toute l'enquête se déroule autour de ça, de qui, quoi, comment. C'est une enquête qui était intéressante honnêtement parce que on avait toujours l'intrigue de justement toutes les questions, on se les pose tout au long. Il y a de nouvelles questions qui arrivent en fonction de l'enquête qui avance et tout. Mais la fin, moi, c'est pas une fin qui m'a convenu en fait. Enfin, j'ai mis quand même 4 étoiles sur 5 parce que j'ai kiffé l'enquête, j'étais à fond dedans et tout, mais juste la fin m'a vraiment déçue. Je m'attendais pas à ça, j'ai trouvé que c'était très cohérent. Là, il y avait pas de souci là-dessus. Mais je m'attendais à plus. Juste, je m'attendais vraiment à plus. J'étais vraiment déçue en fait Quand on a eu la finalité, je me suis dit ouais, c'est logique, mais ça me plaît pas. Voilà. C'est pas la fin que moi j'aurais fait en tout cas. C'est simple, mais j'aurais pas tourné le truc comme ça. Voilà. Après, j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, l'enquête et tout. Il y a vraiment rien à dire là-dessus, mais c'est pas sans plus. Voilà, un petit peu déçue. Mais 4 étoiles sur 5 c'est quand même bien parce que je vous dis c'est bien écrit, on a l'intrigue tout du long. La fin elle tarde pas trop à arriver mais en même temps elle est pas trop brutale non plus. On se rapproche petit à petit et tout, c'est vraiment step by step donc c'est très cool. Mais voilà, ça m'a pas convenu. Chacun son truc. On passe au livre Si je reste de Gayle Forman, comme ceci, que j'ai voulu lire parce que c'était un petit livre de 220 pages, qui est écrit assez gros, qui est bien chapitré, donc je me suis dit on va le lire et tout. Je l'avais pris un jour où je devais prendre le bus, je l'ai presque mangé dans le bus parce qu'il était très très bien. Donc c'est un livre, comme je vous dis, qui est vraiment relativement petit. Il avait été envoyé par Sandrine, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, elle m'avait gentiment envoyé ce livre là, et elle m'a envoyé également le tome 2, qui était là, mais qui n'est plus là, je ne sais pas où il est. On est avec Mia qui a 17 ans, qui a une vie totalement banale, qui est passionnée de musique, qui pratique le violoncelle je crois. Et en fait elle est avec ses parents en voiture et malheureusement ils ont un accident. Elle est plongée dans le coma et en fait on suit ses réflexions à travers son coma, donc elle entend, elle voit pas mais elle sait qui est là, elle entend les gens qui lui parlent et elle a beaucoup de réflexions parce qu'au final quand elle est dans le coma, la question qui va se poser à elle c'est est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir. Et en fait elle a plein de passages du coup de sa vie qui lui reviennent, donc des passages cool, des passages moins cool, et en fait on voyage vraiment à travers elle dans ce coma là et c'était vraiment un livre de ouf. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça traite du coma, ça traite du deuil, ça traite de la musique aussi, donc c'est vraiment un livre je trouve qui est vraiment très bien foutu. Franchement il est poignant en fait. De toute façon à partir du moment où on traite de sujets aussi lourds ça ne peut être que poignant, même si c'est pas un livre qui est spécialement inspiré d'une histoire qui a vraiment existé ou quoi. Il y a des gens qui tombent dans le coma et du coup on a vraiment cette empathie pour eux de se dire en fait tout vit autour d'eux et eux sont en attente en fait, ils sont en attente tout simplement. Et Mia justement c'est ça, c'est genre elle veut mais elle sait pas comment faire en fait, elle comprend pas mais en même temps elle essaye de comprendre quand même, et tout le long du livre c'est ça, c'est elle se débat en fait finalement avec elle-même, et c'est un livre qui est vraiment très très bien. Franchement si vous cherchez un petit livre à lire, génial, je l'ai adoré, je vous le recommande franchement. Si c'est pas des sujets qui vous mettent mal à l'aise, foncez, il est vraiment génial. Je vous avoue je sais pas trop quoi dire sur ce livre là, tellement
fait il n'y a pas grand chose à dire, faut juste le lire pour comprendre. C'est l'heure de passer au compas. Je vous avais parlé de Tempête du Sud justement dans la vidéo juste avant, puisque je l'avais lu en juin je crois, et je vous avais dit j'ai vraiment aimé Tempête du Sud, c'est de la romance, j'étais vraiment pas sûre d'aimer, je l'ai dévoré en fait tout simplement. Après ça il fallait que je m'attaque du coup à Lueur de l'Est dont on va parler tout de suite. À noter aussi, mais j'ai pas écrit dedans, j'ai juste à noter. Donc au niveau de cette romance-ci, on est avec attendez, il me faut les noms parce que les noms par contre s'appelait Connor, le garçon, et la fille s'appelait... Comment tu t'appelles? Bah oui, parce que forcément j'ai pas noté les prénoms là pour le coup. Alia. Donc la fille s'appelait Alia et le monsieur s'appelait Connor. Donc Alia elle sort d'une relation un peu compliquée et elle décide du coup d'aller faire la fête à Halloween et elle est déguisée en petit chaperon rouge et Connor déguisé en super héros. Ils viennent à... Je sais plus exactement comment ils se rencontrent mais en tout cas ils se rencontrent et le temps d'une soirée ils décident tout simplement de passer la soirée ensemble, voilà, pour oublier un petit peu, passer du bon temps, etc. Et justement, Lueur de l'Est parce que à la levée du soleil, ils se sépareront et ne se reparleront pas. Ce que j'ai trouvé génial, et genre vraiment j'appuie sur ça, c'est le fait que Connor, du coup, de ce livre-ci, à avoir en fait, c'est le meilleur ami de Jax qui était dans le premier livre. Alia, par contre, ne connaissait pas du tout la protagoniste féminine du premier livre, mais j'ai trouvé genre le lien vraiment génial. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça, c'est propre, c'est clean. J'ai beaucoup aimé la romance, qui est forcément une romance qui est mignonne, parce qu'en fait, on a le côté pas trop possible, tu vois, parce que du coup on passe juste une soirée ensemble, mais s'il te plaît quand même un petit peu genre pars pas, tu vois. C'est vraiment en fait une romance qui est très mignonne, qui est très simple mais qui en même temps est touchante quoi. Les deux personnages, tout comme le premier tome, ont des histoires bien différentes mais on voit qu'ils s'aident dans leur malheur en fait et ouais c'était très mignon. Genre c'est pas mon tome préféré honnêtement, enfin, en tout cas quand je l'avais lu c'était mon tome préféré, mais j'ai lu Étoile du Nord depuis donc désolée. Et franchement il est vraiment trop bien à découvrir cette saga là. Franchement même si vous aimez pas la romance, tentez au moins un des tomes. Après je vous conseille de les lire dans l'ordre. Moi j'ai pas lu À l'Ouest les vagues, j'aurais dû. J'ai lu Étoile du Nord. Il y a un petit spoil quand même, hein, mais bon c'est pas grave. Mais ouais, lisez-les dans l'ordre, prenez-en un. Mais franchement lisez-les, ils sont vraiment trop bien. Je vous dis, moi à la base je suis pas fan de romance. Genre vraiment, je reviens de très loin avec la romance, ça, parce que c'est vraiment le genre que je supportais pas. Et comme quoi on change. Et on en vient à Étoile du Nord. Voilà, hein. Lui par contre il a pris cher en annotation, c'est le livre le plus annoté de ma collection de livres, hein. Franchement je ne peux pas le revendre, là on est d'accord. D'autant que ce livre là, en plus d'être annoté, il a bien été surligné, hein. Surligné, les petits cœurs, les petites étoiles, tout ce que vous voulez, hein. Franchement lui il a... Ah, j'ai trop aimé ce livre là. Je reprends juste les petits noms parce que je ne les ai pas. Donnez-moi un chapitre où il y a la fille qui parle. Voilà, Hailey. On est avec Hailey qui a son voisin qui s'appelle Hayden. Donc on commence le livre où ils sont jeunes. On voit que leur relation elle est pas ouf. C'est deux voisins qui ne se supportent pas trop et tout. Et en fait un jour il y a un événement qui va se passer, qui va faire qu'ils vont se rapprocher et que finalement ils vont se rendre compte qu'ils se détestent pas tant que ça. Ils décident de sortir ensemble et pour des raisons X ou Y que vous découvrez dans le livre, en fait la relation ne fonctionne pas et Hailey décide de rompre avec Hayden. Forcément Hayden il le prend pas très bien et du coup quelques années plus tard il devient célèbre et il en veut à mort à Hailey, genre vraiment il la déteste tellement et il lui en fait baver, hein, clairement en revenant. C'est une romance comme ça en fait où vraiment on a des enemies to lovers, clairement ça c'est, on est purement là-dedans, mais j'aime, en fait ce que j'ai beaucoup apprécié c'est de voir l'évolution des personnages à travers le temps, de les prendre quand ils étaient petits, puis ensuite ados, et puis ensuite les prendre quand ils sont adultes, de voir en fait la relation vraiment évoluer, de passer de genre quand on est petit on se tire un peu dans les pattes et tout mais dans le fond on s'aime bien, à vraiment il y a toute la construction de l'histoire autour. J'ai adoré ce livre là, enfin je pense que ça parle de lui-même. J'ai annoté presque toutes les pages tellement il était génial. Alors il y a plusieurs couleurs, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'avais pas assez pour tous donc je me suis dit dès le départ on va changer de couleur, ce sera bien. Je l'ai énormément annoté, il y a des petits papillons et tout là qui ont apparu, enfin oh il est génial ce livre, j'ai vraiment hâte de pouvoir le relire quand je m'en rappellerai plus parce que franchement je l'ai trouvé trop mignon. Genre là je prends une page et marqué merci d'être toi. J'ai trop aimé. Lisez la saga Compas, elle est géniale. Et du coup pour l'instant c'est Étoile du Nord mon préféré. Je sais qu'à la base le préféré des gens c'est Lueur du Sud. Lueur du Sud c'est? Non, Lueur de l'Est pardon. Lueur du Sud, c'est Tempête du Sud. Lueur de l'Est c'est le préféré des gens. Moi c'est Étoile du Nord. Franchement j'ai hâte de lire À l'Ouest les vagues, mais alors pour le trouver en physique, pourquoi on le trouve pas? Je ne sais pas. Je l'ai acheté en fait en même temps que... je sais même plus en même temps que qui je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté, je suis tombée dessus par hasard, hein, franchement. Et là j'y suis retournée et il y avait encore une fois un tome comme ça.
C'est l'heure de la séquence compte interdit. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'en fait il faut que je fasse des vidéos dessus. J'ai prévu des vidéos duo comme d'habitude et en fait là je vais vous parler du coup du roi grenouille et de la légende de Sleepy Hollow qui seront ensemble dans une vidéo et de Réponse et du joueur de flûte d'Ameline qui seront ensemble dans une vidéo également. Donc je vais survoler un petit peu le truc, vous donner un avis assez rapide mais je vais pas trop rentrer dans les détails étant donné que ça spoilerait complètement mon autre vidéo et que franchement j'ai pas envie de travailler pour rien et que personne ne la regarde. Donc je vais vous teaser un petit peu, vous donner un petit peu envie de le lire et par la suite je vous donnerai un petit peu mon avis puis on va quand même passer assez rapidement sur cette catégorie là. Comme je vous dis, des vidéos indépendantes arriveront dessus et vous aurez quand même mon avis, ne vous inquiétez pas. Bon, le roi grenouille je l'ai pas en physique, hein, il est pas sorti encore à l'heure où je filme cette vidéo, il est pas sorti du tout. La légende de Sleepy Hollow est sortie il y a quelques jours, je l'ai pas encore acheté mais je vais l'acheter évidemment en physique parce que je collectionne les contes interdits. Moi je l'avais pris en ebook parce que j'avais vraiment envie de le lire, ok, puis et puis du coup je me suis dit je l'achèterai en physique après, c'est pas grave. Pour le roi grenouille, du coup j'ai pas le résumé à vous donner, donc le mieux c'est que je vous le mette, je vais vous mettre la photo du roi grenouille et puis en dessous le résumé, parce qu'en fait les résumés des contes interdits en général c'est très vague, donc ça vous aidera pas grand chose de vous expliquer de quoi ça parle. Bah, ça va pas m'aider non plus par rapport à ce que j'ai écrit, mais bon écoutez on va faire, je vais vous lire exactement, enfin je vais vous dire ce que j'ai écrit hein, évidemment. Des fois je fais des résumés, franchement c'est pas pour m'aider, hein, c'est pour me mettre dans la merde. Donc il y a 256 pages au niveau de ce livre là, moi j'ai lu l'édition Ada, ça a pas spécialement changé grand chose que ce soit l'édition Ada, mais bon écoutez je le mentionne quand même. Bon j'ai marqué que c'était pas un mauvais conte interdit, ça je me rappelle qu'effectivement j'ai mis 4 sur 5 donc c'était vraiment pas un mauvais conte interdit mais qu'il était vraiment différent des anciens que j'ai pu lire. Je me rappelle qu'il y avait un fond, alors je sais plus si c'est sur le roi grenouille ou la légende de Sleepy Hollow, avec le résumé que je vous ai mis. De toute façon normalement vous aurez du coup la réponse à ma question que je suis en train de me poser, mais il me semble qu'il y en avait un des deux qui traitait de mafia, donc je crois peut-être même que c'était les deux. Ils ont été écrits en même temps il me semble, je crois, donc c'est peut-être possible aussi que ouais il y ait des rêves quoi, mais il y avait beaucoup de choses en rapport avec les grenouilles et je me rappelle notamment d'une scène qui m'avait donné la gerbe, ça je m'en rappelle. La scène qui me donnait la gerbe, je m'en rappelle de ouf et c'est vraiment un des seuls trucs que je me rappelle du conte interdit, vraiment. Trigger warning violence animale. Je me rappelle ouais ça que en fait on était en fait dans l'horreur mais plus dans l'horreur dégueulasse, pas vraiment genre l'horreur genre ça va vous faire peur mais genre vraiment des trucs dégueulasses, ça je me rappelle. Je vous donnerai plus d'informations évidemment dans la vidéo spéciale comme je vous dis parce que je la préparerai mieux vu que là j'ai fait des fiches techniques à la con donc je peux pas dire. Mais du coup ouais pour le roi grenouille j'avais mis 4 sur 5, c'était pas un mauvais conte interdit mais c'est vrai que par rapport à ce que moi en fait dans les contes interdits j'attends clairement à ce que ça saigne, à ce que ça découpe, un saut mais version livre et c'était pas ça, voilà. C'est tout ce que je me rappelle. Pour la légende de Sleepy Hollow, petite jaquette, petit résumé pour vous. Lui je me rappelle parce que il est beaucoup plus récent en fait, je l'ai lu fin septembre je crois et je m'étais dit je vais enchaîner les deux, c'était pas spécialement une bonne idée mais je vais enchaîner les deux comme ça moi je peux sortir la vidéo qui n'est toujours pas sortie hein, mais j'avais du retard au niveau des contes interdits. Vous avez 234 pages, au niveau de l'histoire je me rappelle que ouais il y avait un côté enquête, pour celui-là ça c'était sûr qu'il y avait un côté enquête puisque en fait on a Ichabod qui disparaît et il envoie un message je crois à Elliot et Elliot il est en mode genre qu'est-ce qui t'arrive poteau, et du coup il se rend dans la ville où était Ichabod pour du coup enquêter et savoir ce qui lui était arrivé. J'avais bien aimé le côté qu'il y ait une enquête en fait, moi vous savez comme je vous ai dit tout à l'heure j'aime bien comprendre un petit peu ce qui s'était passé et tout et du coup dans cette ville là il y a vraiment la légende du coup du cavalier sans tête donc de Sleepy Hollow et on est vraiment dans waouh qu'est-ce qui se passe machin truc chouette et tout. Il est pas très gore en vrai en soi mais vous avez quand même quelques passages qui sont pas ouf, il y a pas de violence animale je crois par contre dans celui-ci il me semble pas en tout cas et Elliot en fait il est trop sympa Elliot, on a envie d'être amis avec lui, ça me fait de la peine, j'ai bien aimé le personnage mais il lui arrive pas des trucs très cool. Franchement j'ai détesté Ichabod par contre, franchement Ichabod vous allez le détester autant que moi je pense quand vous allez le lire. Et après ce que j'ai beaucoup apprécié aussi puisque je le vois noté, je me rappelle de ça, l'épilogue en fait vous dit vraiment qui est le cavalier sans tête. En fait tout le déroulé de l'histoire vous en apprenez petit à petit un peu comme dans la chasse petit à petit et tout et l'épilogue vraiment vient sceller en fait tout ce qu'on pensait en fait par la finalité. Donc celui-ci je l'ai préféré, en fait si je devais classer en fait le roi grenouille et Sleepy Hollow malgré le fait qu'ils aient la même note, j'ai préféré la légende de Sleepy Hollow du coup parce que j'ai trouvé que moi à titre personnel ça m'impactait plus celui-ci et je déteste Ichabod hein, tout simplement. Voilà. On passe ensuite aux deux contes interdits que j'ai en physique cette fois-ci. Je me suis mis dans l'oreille, c'est génial. On va commencer du coup avec Réponse de LP Sicard, Pile à lire de l'automne.
Donc on a 3, c'est bien good. Celui-ci du coup j'avais grave hâte de le lire parce qu'en fait ça parle d'un incendie dans un hôpital psychiatrique pour enfants. C'est vraiment moi le seul truc qui m'a marqué, qui m'a donné envie de comprendre et tout, parce que je me suis dit on va faire de l'horreur sur ça va être sympa et tout. En fait non, ça c'était le passé. Genre ça s'est passé il y a longtemps et quand on prend l'histoire ça y est plus. Donc voilà, je m'attendais à l'avoir quand même un petit peu. Pas du tout, c'est pas grave, c'était quand même bien. Je l'ai mis 4 sur 5 à celui-ci. Au niveau, comme je vous dis en fait le problème des contes interdits c'est que je peux pas trop vraiment vous donner un résumé parce qu'en fait il survole vraiment le sujet. Et du coup on nous parle d'un incendie dans un hôpital psychiatrique pour enfants. On nous parle de jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée. D'adolescentes capturées à son tour par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désaffectée. Un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre. L'horreur sanglante qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Alors, il y a le passage du chasseur, justement. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle et qui ont dit ça serait trop bien parce que là, récemment, a été annoncé le fait qu'on allait avoir Bambi en conte interdit. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça serait trop bien qu'en fait, il y ait un lien entre les deux. Je suis pour. Franchement, j'espère qu'il y aura une ref entre le chasseur qui, au départ, du coup, bon, je vais vous le dire, c'est pas un spoil, tue une biche et Bambi. Je kifferais qu'il fasse ça. Genre, vraiment, j'ai hâte que Bambi sorte. Il sort au mois de mars, je crois, il me semble quelque chose comme ça. Oh, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Et j'espère qu'ils ont fait ça. Franchement, c'est Maud Royer qui a écrit Bambi. La couverture, là, mais elle est géniale. J'ai trop hâte, genre j'ai vraiment trop hâte. Mais on revient à réponse. Trigger warning, violence animale, violence physique. Et donc du coup, comme les autres contes interdits, évidemment, c'est un conte interdit qui est quand même gore, mais on est plus sur le côté horrifique, ça va plus vous donner des frissons en fait de par l'angoisse. Vous voyez, c'est pas vraiment genre ça va découper et tout. Non, ça va pas trop découper, ça découpe pas trop de toute façon. Et j'ai bien aimé quand même parce que j'ai trouvé qu'il était gore à certains moments. On a effectivement du coup, comme le mentionne, une adolescente capturée à son tour par un être défiguré. Oui, vraiment, qui se plaît à brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désaffectée. C'est plus sur ça du coup, le gore et tout. J'ai bien aimé celui-ci, franchement, je l'ai pas lu très vite, je vais pas mentir, les deux contes interdits j'ai un peu ramé, l'autre plus que celui-ci, mais j'ai bien aimé celui-ci, franchement il vaut le coup, il fait partie des contes interdits que je vous conseille, j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Pareil, vous aurez une vidéo sur réponse donc je m'étale pas plus que ça. Le joueur de flûte de Ameline 4, il était dans ma pile à lire de l'automne. On avance bien. Ah, Sylvain Johnson. Oui, Sylvain Johnson. J'avais déjà lu Cendrillon de Sylvain Johnson et j'avais patiné de ouf. Je lui avais mis 3 sur 5. Devinez combien a pris le joueur de flûte d'Ameline ? 3 sur 5, oui, bravo, vous êtes trop fort. Je sais pas ce que j'ai avec Sylvain Johnson, mais j'ai vraiment du mal, hein, franchement. Du coup, je vais vous lire les résumés derrière. Une jeune femme laissée pour morte par 3 monstres sur une plage de la côte du Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et des cérémonies païennes cauchemardesques. Un shérif lugubre et alcoolique incapable de mettre fin au fléau. Un meurtrier libéré puis recruté afin de trouver la bête sévissant dans le parc de l'océan. Une enseignante à la beauté Aphrodite qui sacrifie tout pour sauver les siens. Avec ce résumé-là, j'aurais dû m'attendre à tomber sur des trucs un peu chelous, mais pas autant que sur quoi je suis tombée en fait. Au niveau des pages, j'ai oublié de vous dire, c'est 240 pages. J'ai bien aimé l'enquête. Il y avait une enquête qui était intéressante parce que du coup, comme on dit, il y a des jeunes femmes qui disparaissent et du coup, cet homme qui sort de prison est recruté par le shérif pour pouvoir mener l'enquête et savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'intrigue a été trop mal exploitée en fait. Genre, j'ai trouvé que c'était dommage. Alors putain, il y a une scène digne vraiment de Rumpelstiltskin avec Omar là, non c'était pas Omar. Comment il s'appelait ? Robert le phoque là. Vous vous rappelez de Robert le phoque ? Moi je m'en rappelle. Là c'est digne de ça, vraiment. Alors c'est pas digne de ça, c'est moins burlesque quand même. Mais non mais il y a une scène sur la plage, je peux pas la revoir passer dans ma tête. Cette scène c'est la seule chose que je vais retenir de ce livre, c'est cette scène là. C'est vraiment pas la meilleure chose à retenir. Mais à part ça en fait, je me suis un peu ennuyée, j'avoue. J'ai trouvé que c'était vraiment mal exploité parce qu'en fait on avait vraiment pour le coup, l'idée était bonne. Et moi le côté païen ça m'a pas du tout. Mais après c'était dit, hein, c'est moi qui pour le coup c'était marqué donc j'ai pas fait attention. De toute façon je compte lire tous les contes interdits donc je l'aurais lu quand même. Celui-là il a pas fonctionné sur moi donc 3 sur 5. Après c'était comme je vous dis 3 sur 5 ça les mérite parce que c'était bien écrit, l'enquête était bien ficelée mais c'est vraiment en fait plus l'intrigue moi que je trouve a mal été exploitée. Sinon c'est un livre que je voulais quand même lire, il était dans ma pile à lire de l'été. J'aimerais bien qu'on soit en essai. De l'automne, mais non, sur moi il a pas fonctionné celui-ci, donc un peu déçu. C'est un des contes interdits qui prend 3 étoiles du coup sur 5, ce qui n'est pas mauvais. Il y a Rumpelstiltskin qui a pris 1 étoile, quand même on le rappelle. Celui-là, je l'ai encore en travers de la gorge, mais c'est pas une des meilleures notes quand même, c'est pas un des meilleurs contes interdits pour moi honnêtement. On va terminer
terminer avec les mangas. Alors les mangas, j'ai beaucoup de mangas en physique, mais j'ai notamment 2 séries que je peux pas vous présenter, que j'ai lu du coup en version e-book. Je pense que je les garderai. Bon, je vais commencer par eux, comme ça ce sera plus simple, comme ça je vous mets les petits trucs sur le côté et tout. Alors le truc c'est que moi j'ai fait des résumés pour tous les tomes. Je vais vous résumer la série, enfin en tout cas les tomes que j'ai lus. Je vais pouvoir m'attarder que sur le premier tome évidemment, parce que sinon ça va vous spoil si je vous parle des autres tomes. Je vais commencer par Alice in Borderland. Si jamais vous avez déjà regardé mes autres vidéos, notamment les vidéos dans lesquelles je parle de séries, vous savez que Alice in Borderland ça a été une claque pour moi. J'ai adoré la série et je me suis dit il faut que je lise le manga. Il date beaucoup plus que la série. On est sur du 2013, donc c'est quand même relativement vieux, mais j'avais trop aimé. Et donc du coup je me suis dit je vais me lancer dans le manga. Donc on est toujours avec Alice, Karube et Shota. Là ils sont pas vraiment dans Tokyo, je sais pas, dans le quartier de Shibuya comme ils sont dans la série. Ils sont à une station de métro je crois. En fait il se passe quelque chose, un feu d'artifice, et d'un seul coup ils se retrouvent dans un Tokyo parallèle où il y a plus personne. Et ils se rendent compte qu'en fait il y a des jeux qui sont proposés et ils doivent participer aux jeux pour gagner des points de vie, pour tout simplement survivre à travers ce Tokyo complètement défoncé quoi. J'ai beaucoup aimé. J'ai évidemment beaucoup aimé. Alors j'ai lu le tome 1 au tome 6, donc j'ai lu les 6 premiers tomes tout simplement. De là où moi j'ai commencé jusque là où je me suis arrêtée, ça correspondrait je pense à la moitié de la saison 1 je dirais. À peu près, en sachant qu'il y a 18 tomes je crois, que ouais c'est vraiment génial, c'est aussi génial que la série. Si vous avez aimé la série vous allez aimer le manga, après c'est un peu logique aussi, mais c'est tout aussi bon. J'aime beaucoup Shishiya, toujours autant, c'est mon personnage préféré, j'adore Shishiya, vraiment, c'est vraiment si sympa, c'est un personnage très cool. Et après j'ai toujours autant d'affection pour les autres personnages que je vais pas citer parce que si vous regardez, si vous avez envie de lire le manga, au moins vous allez les découvrir. Mais je pense notamment au monsieur au sabre, qui est très sympathique. Je pense également, comment vous décrire ce monsieur là pour pas vous spoil, l'homme à la mitraillette. J'aime beaucoup les méchants, genre vraiment les méchants ils sont sympathiques. Ils sont pas très sympathiques mais j'aime beaucoup leur personnalité, comme dans la série. Je vous en avais parlé je crois dans la série d'ailleurs, je vous avais dit j'avais adoré les méchants. Bref, Alice c'est vraiment quelque chose que vous devez découvrir si vous aimez la dystopie, si vous aimez un petit peu les survival et tout, c'est vraiment très très sympa, ça fonctionne avec moi, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai lu Shigehime du tome 1 à tome 4, j'ai chié hein, franchement il y a 5 tomes, j'aurais pu lire jusqu'au 5 et vous parler de la série complète. J'ai lu du tome 1 au tome 4. Shigehime j'en avais beaucoup entendu parler, c'était un manga d'horreur où on se retrouve en fait avec, je vais vous le dire, des vampires clairement. On a un personnage qui découvre en fait l'existence de Miwako qui est en fait un vampire originel qui décide d'en faire en fait tout simplement son familier. Lui il est pas trop pour à la base mais est-ce qu'il a le choix? Pas du tout. Donc on découvre un petit peu cet univers là avec un univers de vampires mais qui est différent des autres univers de vampires qu'on a pu avoir. Je suis très friande des vampires, vous le savez, j'ai lu récemment Belle Morte, je suis très fan de The Vampire Diaries, Twilight je les ai vus, bon c'est pas le meilleur truc de vampire qui existe mais bref passons. Je suis très fan de cet univers là, moi c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup et j'ai trouvé qu'en fait on avait vraiment beaucoup de choses qui différenciaient de ce qu'on a pu déjà avoir. Je vais pas vous spoil parce que du coup pour les gens j'ai envie que vous découvriez de vous-même quels sont les points qui divergent par rapport aux autres trucs de vampires qu'on a pu avoir. C'est vraiment une bonne saga de vampires et elle vaut vraiment le coup. Alors je crois qu'elle est classée plus 18 il me semble. On a beaucoup de personnages à poil, voilà, c'est pour ça je pense que c'est classé plus 18 mais ouais j'ai beaucoup aimé. Je trouve vraiment que c'est une saga dont on n'entend pas beaucoup parler, enfin un manga dont on n'entend pas beaucoup parler. Moi j'en avais entendu parler parce qu'en fait ils ont réédité le coffret il y a pas longtemps là des 5 tomes chez Mangetsu. Ça vaut quand même le détour je trouve, ce manga là si vous aimez les mangas d'horreur à la base. On m'a demandé si c'était plus ou moins trash que DeadTube. DeadTube, il n'y a pas plus trash. Honnêtement j'ai jamais lu plus trash que DeadTube. Je les ai encore dans ma bibliothèque et j'ai réfléchi à est-ce que j'allais les garder ou pas parce que ça reste quand même quelque chose qui est très spécial. Je sais toujours pas si je vais les garder ou pas honnêtement. J'ai pas relu DeadTube depuis très longtemps. Voilà, mais c'est moins trash que DeadTube. Si jamais DeadTube c'est un peu trop pour vous, c'est quand même en dessous. J'ai lu le tome 2 de Orange. Orange, je vous en avais parlé il y a vraiment pas mal de temps. Franchement je sais même plus quand est-ce que je vous en avais parlé pour la première fois. C'était Clarisse qui m'avait conseillé de lire le tome 1 et là j'ai lu le tome 2. Je sais pas si là ce que j'ai noté c'est le résumé du tome 2 ou pas. Mais on était avec Nao, donc Nao qui est juste ici. Voilà. Nao, elle avait un camarade de classe qu'elle appréciait et en fait dans le passé elle reçoit une lettre du futur qui lui dit qu'il faut qu'elle prenne soin de ce personnage là parce que dans le futur il ne sera plus là et donc du coup elle s'est investie d'une mission et décide de tout faire en fait, de suivre les recommandations des lettres qui lui sont envoyées pour essayer de sauver du coup le personnage masculin, je sais plus trop comment il s'appelle, Kakeru. Donc elle décide en fait de suivre ces recommandations là pour éviter le futur quoi. J'ai toujours autant aimé l'histoire, j'aime beaucoup en fait le fait que, malgré le fait que ce soit pas trop mon genre de truc, les trucs temporels et tout, j'ai quand même bien aimé le tome 2, il y a 7 tomes, je pense que je les lirai tous, maintenant pas tout de suite parce que genre franchement niveau thune, je vois ma vidéo qui se prépare là sur mes livres de septembre-octobre que j'ai acheté, pas tout de suite. Voilà,
C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est quand même une saga qui est très mignonne, une saga de manga que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment, vraiment très sympathique. Donc si jamais vous aimez un petit peu tous les trucs qui touchent la temporalité et tout, c'est vraiment pas mal à découvrir. Puis il y a de la romance évidemment. Un énorme coup de cœur que j'ai envoyé à Clarisse et on a le tome 2 qui sort aujourd'hui. Je vais l'acheter demain. Oui, je sais, je viens de dire que j'avais plus d'argent. J'ai trop aimé. C'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse comme ça. Dans une vidéo où je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'il y avait qu'un tome. J'ai menti. J'ai vraiment menti. Enfin même c'était dans la vidéo, je crois que je l'ai dit en plus. Il y a un tome 2 qui sort du coup aujourd'hui. C'est marqué juste ici. Ah, j'ai tellement aimé. Genre c'est un univers où c'est que forcément il y a des sorcières évidemment. Au niveau du résumé, Jeanne qui a autrefois vaincu le roi démon grâce à ses pouvoirs, se voit aujourd'hui recluse dans la forêt d'un monde fantastique. Pour briser sa solitude, elle décide d'invoquer une créature d'un autre monde quand apparaît soudain un gros chat très mignon mais aussi très têtu. Ça c'est mon résumé que j'ai fait moi, je parle bien quand même, non? Et j'ai vraiment trop aimé parce qu'en fait déjà, Jeanne on voit que c'est quelqu'un qui est grincheuse mais il y a une histoire derrière, elle est pas juste aigrie quoi. Moi je suis juste aigrie. Il y a une histoire derrière Jeanne qui est vraiment très cool et même si on vous laisse des petits indices dans le tome 1, j'ai genre trop hâte de lire le tome 2 et le chat je le trouve trop... Il est trop mignon, genre vraiment il est trop chou. J'ai trop aimé, genre même la façon dont c'est dessiné et tout, c'est trop adorable, c'est vraiment cosy en fait et j'ai hâte d'avoir le retour de Clarisse là-dessus parce que moi pour le coup ça a été vraiment un gros coup de cœur. Voilà, j'ai tout simplement adoré donc je vous le conseille si vous aimez les mangas un peu chill, un peu ambiance sorcière et tout, en plus ça tombait bien, il y avait Halloween et tout. On continue avec une saga que j'avais déjà lue et là c'est le tome 5 donc du coup c'est Rooster Fighter. C'est quelqu'un qui me l'a acheté et qui me l'a fait dédicacer. Je vous montre parce que c'est stylé quand même. Il est dédicacé. J'aime bien, il est vraiment beau. Franchement c'est la première fois que j'ai un truc dédicacé. Oh, je suis émue, merci encore, c'est gentil. Et donc c'est le tome 5. J'aime toujours autant ce manga, mais genre vraiment pourquoi on n'en entend pas plus parler? Enfin moi j'en entends jamais parler en tout cas, je le trouve génial. Donc on est toujours avec notre petit collègue, attendez parce que il me faut aussi la fiche technique parce que les noms. On est toujours avec Keiji, qui est ce monsieur là que j'aime beaucoup et il continue en fait sa quête. Alors je peux pas trop vous en parler parce que ça va vous spoil les premiers tomes, mais en fait à la base il bat en fait, il combat en fait des énormes monstres là, comme il y en a pas des photos de bestioles là. Ah si voilà, ce genre de bestioles là qui sont des monstres. Bah, il décide de combattre ces petites bêtes là, puis c'est un coq, alors du coup c'est assez drôle parce que personne n'arrive à rien faire à part lui alors que c'est un coq. Et ouais c'est trop fun, j'aime trop. Par contre, je retiens, on nous laisse sur un cliffhanger comme ça? Vous êtes malade ou quoi? Genre le prochain tome il sort au mois de janvier ou février. Je pensais que je vais rester là pendant tout ce temps, je suis à deux doigts de le lire en japonais. Je crois qu'il est pas sorti au Japon en plus. Mais ça va pas? Mais ne me faites plus jamais ça en fait, moi j'ai envie de savoir la suite. Tous les autres tomes ils sont pas restés sur des cliffhangers aussi violents que celui-là. Franchement j'avais deux tensions quand j'étais en train de lire et la fin là j'ai presque, je mourais en fait tellement ça va pas du tout. Un tome qui est sorti pendant la soirée One Piece, je vous en avais parlé je crois, Sanji's Food War, vraiment. Genre vraiment c'était le mix dont je m'attendais pas du tout. Ah j'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré. J'adore l'univers de One Piece à la base et l'univers de Food Wars c'est un univers que j'avais découvert à travers l'animé. J'ai regardé je crois que la première saison mais c'était trop drôle. Et mixer les deux, j'y avais jamais pensé mais ça fonctionne très très bien. C'est vraiment un très très bon tome hors série de One Piece que si vous aimez One Piece à la base, il faut vraiment que vous le lisiez. Il est vraiment très très cool. En fait on est vraiment dans One Piece avec vraiment pour de vrai des passages qui se sont passés dans One Piece où on n'avait pas trop de nouvelles de Sanji, on savait pas trop ce qu'il faisait. Et ben voilà. Vous avez tout là-dedans, ça complète hyper bien la série. Alors le seul truc qui est un peu dommage, mais là c'est à titre personnel évidemment, moi j'ai pas lu tout One Piece, je me suis arrêtée aux épisodes 500 donc par exemple il y a des passages où je savais même pas que Sanji était pas là, mais c'était vraiment hilarant, très très bien, et pour les fans de One Piece je vous le conseille largement, même pour les non-fans je pense que vous aimerez beaucoup, moi j'ai trouvé ça trop cool. Demon Slayer School Day tome 3, je vous ai parlé déjà du 1 et du 2, j'aime toujours autant, c'est toujours aussi drôle, et j'ai quand même eu une petite déception sur ce tome là en fait, pas trouvé qu'il était aussi bien que les autres honnêtement. J'ai mis 4 sur 5 parce que c'était quand même bien Stephen à lire et tout, mais je l'ai trouvé moins bien que les autres. Franchement, j'ai préféré le premier et le deuxième. C'était pas aussi drôle, il y avait des passages qui étaient drôles mais en toute honnêteté si je prends là avec du recul, je me rappelle de très très peu d'histoires qui se sont passées là en survolant, évidemment ça me dit quelque chose mais je me rappelle pas autant que les deux premiers tomes, donc un peu déçu à ce niveau là. Le 3 pour moi était pas au niveau du 1 et du 2, alors je sais pas si c'est juste parce que je suis un peu moins dans la hype et tout, mais ouais un peu déçu quand même de ce tome là. D'ailleurs il y a les tomes sur les piliers qui sont sortis, Béatrice m'en a parlé, elle les a achetés, je les ai pas achetés parce qu'en fait ils sont vraiment trop gros. Et qui rentrerait pas dans ma bibliothèque. Il faut quand même que je puisse ranger mes affaires parce que sinon c'est relou. Évidemment, c'était Halloween. Est-ce que je pouvais passer un Halloween sans lire de Junji Ito? Non. Donc j'ai lu 2 Junji Ito. C'est les 2 derniers.
Enfin non, c'est pas les 2 derniers, il y a les cauchemars de Mimi qui sont sortis. C'est les 2 avant-derniers du coup, c'est de Si. Donc je vais d'abord parler de l'école décomposée que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire, qui est genre très très jolie. Les Junjito sont vraiment très très beaux. Alors c'est le premier Junjito que je découvre hors compilation, vous savez les chefs-d'œuvre et tout, qui sont en fait vraiment des Junjito où vous avez différentes histoires courtes. Là on était sur des histoires courtes, mais sur ces 2 personnages là, j'arrive pour les noms, hein, bougez pas. Yuma, c'est ce monsieur-ci, et chez Shizumi, la petite. Ils ont frère et sœur et en fait c'est sur eux 2. C'est le premier donc que je lis qui n'est pas en histoire courte où vraiment ça se passe avec ces 2 personnages là qu'on garde pendant tout le long. Et pour le coup, du coup j'ai mis 4 sur 5 parce que pour moi, je préfère quand on a différentes histoires avec différents personnages parce qu'en fait là du coup leur malédiction à eux, c'est cette malédiction là qu'on suit à travers différentes histoires. Donc ça c'est quand même des histoires courtes avec des chapitres et tout, mais on garde les mêmes personnages tout le temps. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça devenait un peu redondant, malgré le fait que ça reste toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi bien beau là, c'est genre vraiment... Les histoires de Junjito sont toujours incroyables, c'est tellement bien dessiné, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien écrit. J'ai beaucoup aimé quand même, mais j'ai été quand même déçue parce que je me suis un petit peu ennuyée à certains moments, mais ça reste un très bel objet, franchement je suis trop contente de l'avoir. Genre je veux tous les Junjito, mais c'est cher quand même, c'est assez fou. Et on termine avec Fragment d'horreur. Il faut que je vous dise quelque chose avant, mon tableau préféré c'est le cri d'Edvard Munch, donc forcément j'avais trop envie de l'avoir. Et en fait on comprend la couverture après, et là pour le coup on est sur vraiment différentes histoires, à l'intérieur vous en avez 8. Par contre il y en a que 6 qui sont inédits en français, et on avait notamment La Chuchoteuse que j'avais déjà lu du coup. Mais c'est pas grave, j'ai quand même beaucoup aimé découvrir les autres parce que les autres je les connaissais pas je crois. Il me semble qu'il y avait que La Chuchoteuse que je connaissais, qui était du coup le dernier. Et après les autres en tout cas ne me disaient rien, donc c'était plutôt cool. Ça a été un coup de cœur, 5 sur 5, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et en fait j'ai beaucoup apprécié le fait que sur la couverture étaient cachés différents indices, un petit peu comme pour les chefs-d'œuvre de toute façon, des histoires qui allaient être traitées. Franchement je les trouve géniaux. Et les Junjito évidemment je vous les conseille. En magasin j'ai feuilleté les cauchemars de Mimi, il a l'air vraiment bien, mais il coûte 22,50€ je crois, donc bon c'est à peu près le prix des Junjito en général. Junjito on est sur du 19 et quelques jusqu'à 25, je crois que Toumier il est à 28. Peut-être je le prendrai en seconde main parce que ça me reviendra moins cher, mais les Junjito pour moi c'est des valeurs sûres de l'horreur si jamais vous voulez découvrir. Le mieux c'est de prendre les chefs-d'œuvre, et si vraiment vous avez envie de découvrir avec du neuf, prenez celui-là, parce que du coup vous avez des histoires courtes aussi dedans et elles sont vraiment pas mal, la sélection est vraiment très très bien. Je sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé à filmer, enfin honnêtement je me rappelle pas, mais genre là il est quand même 11h45, j'ai dû parler pendant au moins 1 heure franchement. Mais je suis contente parce que j'ai pu vous présenter du coup mes lectures du mois de septembre et octobre. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira honnêtement, je crois que je l'ai pas planifié dans mon planning, donc aussi bien vous allez avoir ça en janvier, ça va être vraiment bizarre, c'est pas grave. Pour le mois de novembre et décembre je pense que je lirai un peu moins parce que avec la préparation des vidéos pour le mois de décembre j'ai moins le temps, ce qui est logique, mais j'ai hâte quand même de voir combien de livres je vais lire durant ces 2 mois-ci. Là actuellement j'en ai déjà lu un qui est Red le Cavalier Rouge, la suite de Baba Yaga, mais c'est le seul que j'ai bien avancé. Et au niveau de ma pile à lire de l'automne, il me reste 4 livres à lire je crois. Je suis pas sûre de réussir à les lire honnêtement. Après la sélection c'était juste une petite motivation personnelle, mais c'était pas vraiment une obligation quoi en soi. Donc voilà, je vais pouvoir ranger aussi tous ces livres dans ma bibliothèque, il faut que je trie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.